Donc, je vous propose qu'on débute. Tout le monde voit le tableau blanc avec les petits post-it que j'ai posés? Oui, Super. Donc, on va faire un petit jeu qui ressemble à Timeline. Si vous avez déjà joué, c'est un jeu qui consiste à poser différentes cartes les unes après les autres en se demandant est-ce que chronologiquement, dans le temps, cet événement a lieu avant ou après celui-ci. Et donc, nous, on ne va pas faire chronologiquement, on va se demander si telle action émet plus ou moins de CO2. Donc là, notre indicateur, ça va être le CO2 qu'une autre. Donc, ce que je vous propose, j'en prends la première qui vient, si j'y arrive. Je prends la première qui vient, qui est... donc, c'est des données d'activité d'une médiathèque, une bibliothèque qui fait 1500 mètres carrés, et donc, dont on a fait le bilan carbone, et j'ai pris quelques données d'activité. Donc, par exemple, ici, je pose au milieu trajet domicile-travail de l'équipe, et donc, ça représente 8500 km par an en voiture pour l'ensemble de l'équipe. Et donc, je vous propose qu'une autre personne, donc complètement au hasard, mais je vois Nolwenn apparaître. Nolwenn, je vous propose de prendre un des post-it du haut et de le poser avant ou après. C'est-à-dire, est-ce que celui que vous allez choisir, il émet plus ou moins de CO2 que le trajet domicile-travail de l'équipe, c'est-à-dire 8500 km en voiture? Est-ce que vous comprenez ma consigne? Ouais, je vois que Nolwenn est partie. oui. Et je vais couper mon micro et je vous propose de vous mettre d'accord entre vous. Euh, si ça vous va. Donc, de négocier entre vous pour arriver à avoir posé tous les post-it sur une ligne. Il faut faire une frise, en fait, c'est Ouais, ça? exactement. D'accord. Donc déjà, On a tous le droit de déplacer les post-it. si vous voulez pouvoir déposer les post-it, il faut décocher la petite main qui est en bas à droite avec la légende et le zoom. Si la main est activée, elle est en bleu et vous ne pourrez pas prendre les post-it. Alors, ce que je vous Ouais. propose, c'est peut-être de les faire un par un et de vous mettre d'accord en une minute à chaque fois, mais de pouvoir vous mettre d'accord. Donc, hop, pour l'instant, on a les trajets domicile-travail et Nolwenn propose que 10 000 livres, c'est moins d'émissions que le trajet domicile-travail. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que ça nécessite d'être discuté? Est-ce que les trajets mondialisés livres sont dedans? Le fait qu'ils soient imprimés en Chine et qu'ils reviennent en France, par exemple? Ouais, c'est un livre moyen. Donc, en moyenne, beaucoup de livres sont imprimés en France. Il n'y en a pas tant que ça imprimés en Asie. Mais ça comprend la fabrication, le transport. Alors, peut-être, je vous propose une règle qui est que la personne qui prend un post-it essaye d'expliquer pourquoi elle le met là et demande si les autres sont d'accord. C'est difficile, 50 000 euros de travaux. Quels travaux? Euh, Consommation électrique, ça pose plein de questions. Alors, 100 kilos de film au luxe, moi, je Ouais. mettrais moins que tout ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est, Ah, Filmolux? ça permet de couvrir les livres. C'est un produit, j'imagine, issu du pétrole. En tous les cas, c'est en Hmm. plastique pour partie et c'est ce qui permet, aux bibliothécaires de couvrir les livres quand ils ont une petite pellicule qui les protège. Un D'accord, Mais c'est OK. sans doute pas fabriqué en France, ça. Ça vient sûrement de loin, mais bon, sur des gros bateaux. Tu l'as mis où, du coup? Attends, est-ce que Je l'ai mis ça... avant acheter 10 000 livres. Je pense Ouais. que l'impact CO2 de 10 000 livres, parce que 10 000 livres, c'est quand même beaucoup. Bah, 10 000 livres, ça fait plus de 100 kilos, C'est une grosse nettement, librairie, 10 000 livres déjà. en papier. Mais... Mmh. Je pensais mettre 6 000 kilomètres de navette, mais je me dis que si la navette est remplie de livres, est-ce qu'elle consomme pas plus qu'un trajet de 8500 kilomètres? C'est 6 000 kilomètres par an, hein, on est d'accord, hein, la navette. Oui, c'est ça. Bon, ok, non, Je réponds à une question de Solène, je crois, ouais, qui demandait si les 50 000 euros de travaux permettaient une réduction des consommations du bâtiment. Donc, bah, c'est sans doute le but. Mais par contre, les travaux en eux-mêmes représentent Mhm. des émissions. Même si derrière, ils vont permettre d'en économiser probablement. Là, l'idée, c'est que représentent les émissions liées aux travaux. Bon, les 6 000 kilomètres de navette vont forcément moins impacter les 8 500 kilomètres par an. Ça paraît logique. Ben, ça paraît logique, mais du coup, Oui, moi, je pensais au avec le poids. poids. Quand tu transportes 600 Hmm. bouquins, ou Souvent, c'est un je petit sais pas, hein, utilitaire, hein, ça consomme plus. est-ce que ça consomme pas plus? Oh, Voilà, à ce point, à ce je point. sais pas, je ne sais pas.
Ouais, tu sais, ça dépend de On quelle est là navette pour on parle savoir. encore, mais tu vois, sur Montforco, ils ont 600 documents par semaine à chaque fois dans la navette. La Rochauffée, c'est 1000 documents dans la navette. Donc c'est énorme. Donc c'est un camion qu'ils ont, quoi. Chauffage au gaz, alors après le chauffage, c'est sur 2-3 mois. Après la navette, on peut peut-être simplement le positionner en dessous Ouais, des 8005, ne son serait-ce que nombre. parce qu'on a un nombre de kilomètres, ça c'est comparable, quoi. Ouais, Ça se trouve, c'est équivalent, hein. ouais. C'est ce que je me Peut-être. dis. Oui, Ouais, Je le mets en dessous. on le ouais. met avant. Ouais, un petit peu avant en dessous, quoi. Et les ordinateurs portables, est-ce que ça impacterait pas beaucoup avec tous les composants qui viennent de divers pays, avec la mine, etc. Alors, peut-être 50 000 Je euros de bien. travaux, moi, ça me paraît quand même assez important. En CO2, je le mettrais bien quand même au-delà du Du domicile trajet. travail. Ouais, 50 000, c'est pas Nolwenn, beaucoup, hein. non, non. C'est- Nolwenn, t'as des ordres de grandeur à ce sujet? Sur les ordinateurs. Sur les travaux par Les rapport travaux. au carbone, aux émissions de carbone, CO2 des véhicules? Ouais, quand même. Ouais. Si, parce que mon Ouais, j'ai du mal en fait à me représenter. Tu les mettrais où les 50 000 euros de travaux du coup? Bah, au-delà des 8500 km par an. Non, c'est pas crédible en émissions de CO2. En fait, ça dépend ce que c'est comme Bah, travaux, ça c'est dépend de toujours ce que c'est pareil, hein. comme ouais, c'est travaux, ça. ouais. Si c'est un agrandissement en paille, c'est sûr que ça sera moins Ouais. énergivore qu'un agrandissement en parpaing. Oh, il y aura le coût du personnel, en fait, qui Oui, prendra qui se beaucoup. déplacent aussi pour venir faire les travaux. Ça dépend, oui. Peut-être. Qu'est-ce que ça englobe les 50 000 euros de travaux, quoi? Est-ce que Ouais, c'est un peu c'est. vague. Alors, c'est des émissions moyennes. Donc, c'est voilà, la moyenne, on va dire, nationale. Donc, dedans, il y aurait un petit peu de travaux paille, beaucoup de travaux béton, voilà, Hmm. des travaux classiques. De la rénovation, ça peut être un peu d'extension, des choses comme ça. Bah, je Ouais, mettrais peut-être en dessous quand même. après, en dessous. Après, bah, c'est vrai que les émissions de CO2 des véhicules, voilà, c'est quand même un des plus gros impacts CO2, hein. Puis dans les Émissions de travaux, travail c'est ça. par rapport au gros Tout dépend des paquet, matériaux. ouais, dans les 10 tonnes par exemple Ouais, par personne. on le met en dessous, alors les 50 000 euros J'ai de mis une travaux. petite flèche juste En pour dessous. te dire, on est d'accord qu'à gauche, c'est peu émissif et à droite, c'est beaucoup émissif? Oui. Ok, bah, je vous propose d'essayer de placer ce qui reste. On a la consommation électrique, on a des mails, des achats d'ordinateurs et la consommation gaz. Les Alors box, c'est mail, aussi. c'est tout à gauche quand même. J'ai du mal à voir tout le tableau. Enfin, soit c'est Oui, je vois pour pas tout tous voir. les post-it. Ah oui. Faut Ouais, dézoomer, les faut post-it, dézoomer. et pour Ah, tous elle est les voir, déplacée. ça devient trop petit. Donc consommation électrique, est-ce que Allez, quelqu'un veut le déplacer? je vois pas où il est. Hors chauffage. Et Bruno, vous avez un petit écran en bas à droite. D'abord, vous pouvez agrandir le plus Hmm. possible votre écran, descend la taille des... À 100%. Moi, je ne mettrais pas à gauche, mais bon. La consommation électrique? Bah, 8500 km par an, ça fait. Attends. Ouais, en termes d'émissions, ouais. Oui, on est en termes d'émissions, on n'est pas en termes de coûts, de toute façon. Bah, peut-être prenons celle qui nous semble plus évidente. Mais- Parce qu'il y en a qui me semblent évidents. Moi, la consommation électrique, pour moi, en termes d'émissions, je pense que c'est moins que. Après, le véhicule, je sais plus, on l'a peut-être dit, j'ai peut-être zappé, mais les Or, 8500 km par an, c'est quoi comme. C'est un véhicule électrique ou c'est un véhicule. si Non, c'est j'imagine que si c'est c'est une thermique. moyenne nationale, ça veut dire qu'il y a, Non, ça... il y a une majorité en thermique, hein. Ouais, c'est véhicule thermique plutôt. Ah, d'accord, ok. Surtout sur les utilitaires où il y a Ben, quand même encore très très peu d'offres électriques. euh, Consommation électrique hors chauffage, hein, attention.
Ouais, mais je sais pas si c'est pas les mêmes Après, en d'émission. France, l'électricité, elle est plutôt décarbonée puisqu'on est plutôt sur du nucléaire. Bah, c'est Donc, ça. elle est moins importante que, je pense que c'est moins important du coup que le chauffage au gaz en termes Oui. d'émissivité. Alors, Oui, on en je a suis deux à d'accord. comparer là. Bah, le chauffage au gaz, je le mettrai à droite, moi. Oui. Et le électrique, je le Au-delà laisserai à du trajet gauche. domicile-travail, Ouais. Enfin, moi, c'est mon. Après, fou là là. allez, ben, il va falloir Parce qu'à un moment donné, il faut avancer. Donc, avancer. Il y a aussi les 200 000 km des usagers Ah oui, ils à sont où? placer, qui Oula, sont Ah oui, et du le coup, petit gris. ça fait quand même pas mal, là, le gris. c'est beaucoup. bah oui, du coup, c'est plus C'est que. peut-être même là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, C'est sans peut-être ce qui est voiture. le plus émetteur de CO2, plutôt que les trajets domicile-travail d'une équipe de entre 3 et 70 personnes, on va dire. Vu le nombre de Et kilomètres, oui, et que c'est des faibles. 8500, Et ouais, les ordinateurs portables, pour vous, c'est pas... plutôt par là. C'est parce que moi, je me dis que ça fait des navettes dans tous les sens avec tous les composants de... L'impact de la... aussi. Est-ce que c'est plus impactant que les 10 000 livres? Moi, je pense que c'est moins impactant que les 10 000 livres. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, moi, j'aurais 18 Parce que mis. 10 000, ordinateurs portables, ça me paraît 18, 10 000. La pâte à papier, le transport, les transporteurs jusqu'à la librairie. En gros, c'est souvent Paris. Même si c'est imprimé en France, comme nous disait Fanny, 10 000 livres, c'est beaucoup de documents, quoi. Après, moi, j'aurais mis les 18 ordinateurs portables supérieurs aux 10 000 livres, tu vois. Ok, ok. Mais c'est On peut-être essaye? complètement. Moi aussi, et en plus, j'aurais mis au-delà des trajets domicile de 8500 km. Ah, Pour moi, ça fait, je sais plus combien de fois le tour du monde, en fait, un ordinateur. Toutes les matières premières, déjà, on les a pas à proximité. La fabrication, elle est faite souvent en Asie. Après, si on sera sur un gros camembert des bilans carbone d'une bibliothèque, les documents, moi j'ai retenu que c'était 4% à peu près. Le numérique, c'est au-delà, mais pas beaucoup plus. Et que les gros, c'était énergie et donc gaz, électricité et surtout les trajets. Oui, la mobilité, c'est souvent Les ce qui est mobilités. plus. Donc, je laisserai quand même tout ce qui est matériel là, même le numérique à gauche et tout ce qui est consommation, bâtiment et cetera. Alors électrique, ce qui me pose question, c'est hors chauffage, mais je le mettrais à, peut-être quand même donc trajet, tout ce qui est trajet, le personnel, les usagers à droite, chauffage et consommation électrique et tout le reste, à gauche. Et les 100 000 mails, tu les mettrais où, du coup? Pour moi, c'est avec les Filmolux, c'est ce qu'il y a dans les moins impacts. Oui, d'accord. Mais vraiment, je vais découvrir comme vous. Du coup, on n'a pas tranché sur les 50 000 € de travaux. Je vous propose qu'on les laisse là et puis on va regarder ensemble les quantités à chaque fois parce on va avancer. Donc, je vais commencer par la gauche. Vous avez posé les. Est-ce que déjà, il y a quelqu'un qui a envie de réagir là-dessus, qui n'est pas du tout d'accord avec quelque chose ou au contraire qui est sûr de quelque chose? Non? Alors, j'avance. Donc, C'est assez difficile. c'est hyper intéressant de voir à quel point c'est difficile de mettre des ordres de grandeur. Euh, donc, envoyer 100 000 mails, c'est 1,7 tonne environ de CO2. Je commence par là. La consommation électrique, alors là, on est sur une bibliothèque qui a une grosse consommation électrique. Donc, effectivement, l'électricité, elle est bas carbone, mais enfin, elle n'est pas quand même zéro carbone. Et donc, ici, que je vous dise pas de bêtises, sur cette bibliothèque-là, on est à 19 tonnes. Les 100 kilos de Filmolux, vous les avez identifiés comme étant effectivement peu émissifs. On est à 0,2 tonnes. Donc, hop, pardon, je l'ai rétréci. Donc, il va vraiment plutôt loin là-bas, alors que la consommation de chauffage, je vais tout de suite la ramener par ici, la consommation électrique, pardon. Acheter 100 000 livres, effectivement, on va être de mémoire sur des grosses émissions. En gros, 10 000 livres, pardon. En gros, un livre, c'est 1 kilo de CO2. Donc, 10 000 livres, c'est autour de 10 tonnes, 11 tonnes. Hop, je vais venir le mettre là.
remplacer 18 ordinateurs portables. Donc, dans le numérique, effectivement, vous voyez que les mails, ce n'est pas le gros du sujet numérique. Le gros du sujet, c'est le matériel. 18 ordinateurs, on est sur une moyenne de 3 tonnes. Donc, je le laisse quand même plutôt vers la gauche pour l'instant. Alors, c'est marrant sur les trajets. Donc, vous avez hésité entre la navette et les domiciles travail, puisqu'on est sur des ordres de grandeur comparables. Mais voilà, les usagers, on est sur 200 000 km. Donc, il y a quand même là, évidemment, forcément, les impacts sont proportionnels au kilomètre. Donc, sur l'équipe, on est à 2 tonnes pour 8500 km par an en voiture moyenne. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir aller le mettre avec, il est un petit peu, il est entre les mails et les ordinateurs. La navette, elle se fait effectivement en utilitaire. Le problème de l'utilitaire, c'est que c'est vraiment le véhicule le plus polluant, le moins efficace. Le fait effectivement que souvent, il roule lentement parce qu'il fait des livraisons en centre-ville. Il roule du coup en sous-régime, il s'arrête, il repart, etc. Donc c'est un véhicule qui est peu efficace. Du coup, on est ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a nos 11 tonnes qui sont là, la consommation électrique à 19 tonnes, notre chauffage au gaz pour une année, on va être à 49 tonnes. Hop, vous voyez qu'on est bien à droite. Pardon. La voiture, 200 000 km, c'est proportionnel hein, aux autres. Hop, 43 tonnes. Pardon. J'ai mal aussi à manipuler les post-it, je vais y arriver. Tac. Peut-être, bon, je vais le laisser là, il est bien là. Et les travaux, 50 000 euros de travaux, ils sont où? Ils sont à 18 tonnes. Dans les travaux, on va avoir les matériaux, on va avoir les transports, on va avoir le fait que ça produit énormément de déchets compliqués à gérer. Donc, vous voyez que si on faisait en gros 3 postes, on aurait des petites choses en dessous de 3 tonnes, voire très en dessous de 3 tonnes. Le Filmolux, les mails, le matériel informatique qui commence à être un petit peu au-dessus, mais voilà, on reste quand même dans des petits impacts. Dans les moyens impacts, on va avoir les achats de livres, la consommation électrique et éventuellement des travaux quand ils ne sont pas trop importants. 50 000 euros de travaux, ça va quand même assez vite. On ne fait pas non plus des travaux énormes avec 50 000 euros, donc on reste sur quelque chose de modeste. Et pour cette bibliothèque, donc là, c'était le montant des travaux qui avaient été faits sur l'année, ou sans doute plutôt, c'était l'amortissement de gros travaux qui étaient répartis sur plusieurs années pour cette bibliothèque-là. Et dans les gros impacts, on va avoir les trajets en voiture vers la bibliothèque. Vous voyez qu'on a compté 400 000 entrées avec 2,5 km aller simple, ce qui est plutôt une hypothèse euh, on va dire, prudente. On n'est pas sur des gros trajets. Et le chauffage au gaz pour 1500 mètres carrés pour une année, où on est aussi autour de 50 tonnes. Voilà pour les ordres de grandeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va parler des deux post-it là, les plus impactants, qui sont les trajets en voiture vers la bibliothèque et puis le chauffage. Ça vous va? Est-ce qu'il y a des choses... alors, Oui, est-ce qu'il y a des réactions là-dessus ou des envies de rebondir? Non, moi je note que je trouve cet exercice intéressant parce que à la fois on voit que vous savez pas mal de choses déjà. Vous aviez déjà des notions que sans doute le Filmolux et les emails, ça allait être plutôt dans les petits impacts, ce qui sont parfois des choses sur lesquelles il y a une grosse confusion. On a l'impression qu'on envoie beaucoup d'emails, donc c'est très polluant. Le numérique a un impact écologique évidemment, dont un impact en émissions de CO2, mais qui se fait essentiellement par les achats de matériel et dans les usages, donc dans la partie non matérielle c'est beaucoup la vidéo ou les fichiers avec des grosses tailles, en fait, qui vont générer beaucoup de flux qui vont poser problème. Clarisse dit qu'elle n'entend plus. Est-ce qu'il n'y a que Clarisse? Est-ce que les autres m'entendent? Oui, oui, Bruno? on entend, merci. Oui, oui, moi j'entends. Oui, c'est bon. Ok. Euh, Oui, je voulais dire, vous avez beaucoup discuté autour du fait que un ordinateur ou un livre, il va... Ah, Bruno aussi a des coupures de son. C'est bizarre, hein. Ok. Est-ce que ça va mieux? Je ne sais pas à quoi ça peut être dû. Ça m'est jamais arrivé encore. Ouais, ok. Le transport, le fait que les composants fassent beaucoup de transport, ça a plein d'autres impacts que les impacts CO2. Mais finalement, quand c'est du transport par bateau, par exemple, ça pose plein d'autres sujets.
mais c'est pas forcément très émissif. Et dans les livres, le transport d'un livre depuis la Chine, c'est pas la principale part de son bilan carbone, c'est beaucoup Ça marche. Ouais. la fabrication. Ouais, super. Excusez-moi, en fait, j'ai rien entendu. C'était complètement coupé. D'accord. Je suis désolée. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, il y a un problème de C'était lié à Becherel, je crois. réseau. Enfin, Je sais pas si c'est lié à Becherel ou vous entendiez non, tous autrement les autres. en tout cas, ça marche. Tous les Moi, deux à ça Becherel. c'est un peu mieux Ouais. aussi. À Mieux Becherel, coupé, ouais. Voilà. si on se met en Wi-Fi, c'est pas mieux. Je faisais juste la petite synthèse de ce qu'on vient de faire en constatant que Oui. il y avait petit, moyen, gros impact. On va Ok. travailler sur les gros impacts. Et que c'est pas parce que quelque chose a un petit impact d'un point de vue CO2 que ça ne veut pas dire que c'est un problème écologique. Là, on a juste regardé les émissions de CO2. Le Filmolux, on voit que c'est finalement un peu mineur d'un point de vue climatique. Par contre, c'est un vrai sujet d'un point de vue pollution plastique. Donc, c'est pas une manière de dire continuer à mettre du Filmolux partout, c'est tout bon. C'est plus de vous dire, à chaque fois, il faut avoir conscience qu'il y a différents sujets, différentes limites planétaires, différents enjeux environnementaux. Et quand on s'attaque à un sujet, la priorisation ne sera pas forcément la même que si on s'attaque à autre chose. Donc, on peut avoir envie de travailler sur la ressource en eau, sur les pollutions de l'air, sur les pollutions plastiques, sur les impacts CO2, etc. Et à chaque fois, il va falloir se redemander où sont les principaux impacts et du coup, où sont les principaux leviers d'action. Alors, j'avance un peu, je suis complètement à la bourre sur mon programme déjà, mais c'est pas grave. Je voulais vous proposer que du coup, vu que ce sont les deux sujets, on se fasse un point sur le chauffage. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, super. Donc, on va parler chauffage et on va parler confort thermique. Et donc, je commence par une petite question. À votre avis, quel est votre besoin dans l'équipement que vous fréquentez? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une température de l'air de 19 ou de 20 ou de 21 degrés partout dans la bibliothèque? Ou est-ce que vous avez besoin d'avoir une sensation de confort thermique pour les équipes et pour les usagers? Vous avez le droit de répondre en ouvrant vos micros. Mais ce qui est important, c'est le confort thermique. Après, il peut être variable selon la température. Ok. On peut avoir un confort thermique à 19 degrés, ou on peut aussi avoir un inconfort thermique à 20, enfin même un confort thermique à 18 même, et un inconfort à 21. Ok. Et puis il y a Tout le le monde taux est d'accord avec ça? d'humidité, il y a plein de choses qui Ouais, jouent en il y a fait. l'humidité. C'est Moi, pas je que suis la d'accord. température qui compte. Exactement. La température, mais aussi effectivement le taux d'humidité va rentrer en compte. Ok, Ah bah oui, oui. Ouais. très bien. On le sait à Becherel. Oui. Alors, je vais Voilà. repréciser la question. Vous êtes dans une bibliothèque où il fait 20 degrés et vous avez 4 postes de travail ou 4 situations de travail et vous pouvez choisir. Vous pouvez travailler dans une pièce très ouverte. Vous pouvez travailler pieds nus sur le carrelage. Vous pouvez travailler sous un courant d'air ou bien sur un bureau en marbre et une chaise en pierre. Il fait 20 degrés. Laquelle de ces situations vous semble la plus confortable? Toutes. Aucune. Aucune, ouais. Oui, on est d'accord. Ouais. Cette petite intro, c'est pour dire que effectivement, le vrai sujet, c'est le confort. Et ce qu'on veut préserver à tout prix, c'est le confort thermique des équipes et des usagers. Mais que notre manière de traiter ce sujet, il se fait souvent, quasiment exclusivement, sous l'angle de la température de l'air. En général, c'est le sujet de discussion. À combien on a réglé le thermostat? Est-ce qu'on a un thermostat? Et quand on dit qu'il fait froid, on va plutôt dire, voilà, la température n'est pas assez élevée. En réalité, c'est une manière de traiter le problème qui a tendance à ne pas répondre aux besoins. Le besoin, c'est de se sentir confortable, d'être en situation confortable là où on est. Et du coup, je veux bien, vous avez commencé à donner des éléments de réponse, mais est-ce qu'on peut se dire qu'est-ce qui contribue au fait qu'on est en situation de confort thermique? Et peut-être là où vous êtes là maintenant, est-ce que vous êtes en situation de confort thermique ou non? Et si oui, qu'est-ce qui fait que oui? Et sinon, qu'est-ce qui fait que non? Si on le fait comme ça à la volée. Clarisse, j'ai l'impression que vous voulez échanger. Oui, en tout cas, moi, personnellement, je supporte pas du tout l'humidité Ouais. et du coup, un taux d'humidité, ouais, à 50, ou 55, c'est suffisant, je pense et au-delà, bah, ça fait baisser la sensation, on a froid, quoi. Moi, c'est comme ça que je réagis, donc moi, le confort thermique, c'est pas trop d'humidité, comme on est à Becherel en ce moment, voilà, ils nous auront voilà, là, ça va, on est bien. Je sais pas combien il fait par contre en température, mais on s'est retrouvés des fois à 20 à avoir super froid et à 19 à avoir chaud parce que c'est du chauffage et qu'à 20 il y a pas de chauffage et on a de l'humidité qui fait qu'on ressent, enfin, c'est un peu glaçant, quoi, enfin, Ok. voilà. Donc effectivement, la gestion de Ça, c'est l'humidité, mon ressenti très bien, personnel. c'est très juste.
Et en fait, votre ressenti, il est légitime. D'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, il y a ça aussi. Quand on dit il faut avoir 20 degrés dans la bibliothèque, en réalité, il y a des personnes qui, à 20 degrés, auront chaud et d'autres qui auront froid et d'autres qui seront bien. Donc, c'est aussi une manière de dire cette espèce d'impensé là ne répond aux besoins de personne. Solène dit une dalle froide au sol donne un inconfort. Alors, je suis complètement d'accord. Et donc, là, moi, je travaille dans une pièce qui est entièrement carrelée et je me suis mis un tapis sous mes pieds. Et par ailleurs, j'ai des chaussons en laine pour m'isoler du contact du sol froid. Donc oui, le contact, c'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure un bureau dans une matière type métallique, par exemple, ou une chaise métallique, c'est quelque chose où on va avoir un contact avec un élément froid. Donc le sol, la chaise, le bureau, c'est aussi des choses qui contribuent au confort ou à l'inconfort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait que vous êtes plus ou moins confortable? Le plaid, la bouillotte. C'est la bouillotte. Donc, qui n'ont pas la même fonction. La bouillotte, elle amène de la chaleur et le plaid, La garde. il la garde. Exactement. Mm. La couverture n'amène pas de chaleur, elle permet de garder notre propre chaleur. OK? Donc, effectivement, de la chaleur d'appoint et de l'isolation thermique. Quoi d'autre? Quelles sont vos stratégies On a actuelles? parlé des courants d'air ou pas? On n'a pas parlé du Parce courant que d'air, c'est ça, un vrai sujet. même les petits courants d'air, parce qu'il y a les gros courants d'air qu'on sent, et puis bon, voilà, c'est radical. Et puis après, il y a les petits courants d'air, juste les masses d'air qui se déplacent un peu. Bon, en même temps, il en faut bien de la ventilation. Enfin, en Il tout y a cas, il y a les les courants d'air, ça c'est sûr. Quand on est dans une zone vraiment où il y en a beaucoup, là, on peut pas y rester. ouvertes, passantes, un service public avec un très grand hall, comme ça arrive parfois. Le vitrage aussi, ça peut être un problème des fois. Ouais, alors, donc là, il y a deux sujets qui sont tous les deux très justes. Il y a le Oui. mouvement de l'air. Et le mouvement de l'air, ça va être un allié pendant l'été. C'est pas pour rien qu'on met des ventilateurs. Dès qu'il y a un mouvement d'air, on baisse la sensation de température de plusieurs degrés. Hein, c'est entre 1,5 Ah et oui. 3 degrés en moyenne, le ressenti physique du fait qu'il y a un mouvement de l'air. Donc, en été, c'est un allié. En hiver, effectivement, il faut traquer le courant d'air. Et si vous êtes installé sous une ventilation, ça va poser problème. Vous avez mentionné les grands vitrages et les murs mal isolés. Donc, on a aussi effectivement les parois. Le type de paroi dans lequel on est vont en fait attirer par rayonnement la chaleur et donc vont pomper notre chaleur en fait. Tous les gens qui travaillent avec le dos, avec dans le dos une grande paroi vitrée ou autour d'eux une grande paroi vitrée connaissent cet inconfort-là. Quand il fait froid dehors, même si la température à l'intérieur est la même, on a ce sentiment ouais, c'est un rayonnement froid. Là-dessus, vous pouvez vous rappeler qu'au Moyen Âge, on vivait dans des châteaux qui sont particulièrement, ou des bâtiments en pierre qui sont très exposés à ça, ou des églises, et que pour lutter contre ça, on n'essayait pas de les isoler ou de les chauffer, mais on mettait des tapisseries au mur, des tapisseries en laine ou en textile. Et le but, c'est ça, c'est de couper le rayonnement. Ça ne change pas la température, mais ça change beaucoup la sensation. OK? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui joue sur la sensation de confort thermique? Il y en a encore au moins deux, je pense. Euh, On a parlé d'humidité. L'humidité, les surfaces froides, en fait, les courants d'air, ça fait 3. Il y en a encore 2. La température de l'air, le contact. Température de l'air. La luminosité. Oui, quand même, la température de l'air à la base, oui. J'ai pas entendu, je crois que Camille a essayé de dire quelque chose, mais on n'a pas entendu. La luminosité, non si c'est exposé. L'éclairage, ouais. Alors ça peut, il y a en fait tous les facteurs qui sont plutôt de l'ordre un peu psychologique, mais il y a l'ambiance générale. Effectivement, la couleur de la lumière, la quantité de lumière, la luminosité, ça peut jouer du sentiment d'avoir chaud ou d'avoir froid. C'est pas physique, mais c'est plutôt psychologique, mais c'est réel. Ouais. Il peut y avoir aussi le rayonnement, et ça joue beaucoup dans le confort d'été. Vous savez, quand vous êtes à la montagne et qu'il neige et qu'il fait très froid, mais enfin pas qu'il neige, mais que vous êtes à la neige et vous arrêtez pour pique-niquer, si vous êtes au soleil, vous allez avoir chaud, si vous êtes à l'ombre, vous allez avoir froid, alors que c'est la même température de l'air. Donc il y a aussi le fait d'être exposé directement ou non à un rayonnement froid, type les parois, ou un rayonnement chaud, type je suis sous le soleil qui traverse les vitres. Ça, l'été, c'est notre ennemi, hein. Le soleil qui traverse les vitres, c'est un radiateur, vraiment au sens littéral. Donc, c'est aussi un radiateur. Donc, l'exposition, effectivement, l'ensoleillement, donc le rayonnement, côté physique, et puis la luminosité, la couleur de la lumière, côté psychologique. Donc, côté psychologique, on pourrait rajouter l'état de fatigue, l'état comment dire, d'énergie, de bonne humeur, etc. Ça, c'est des choses qui font qu'on est plus ou moins apte à supporter une ambiance thermique. Et puis la dernière chose qui est évidente, c'est comment on est habillé. Ah.
Ah oui, Il en manque une. c'est sûr. Il en manque une. Je suis sûre que j'ai un peu moins chaud que vous. Un peu moins froid que vous, pardon. J'ai un peu plus chaud que vous. Parce que je suis un peu plus active. Oui, Je marche plus, je bouge, j'ai oui, enfin, c'est ce que je un petit peu de pression de maintenir le cadre, etc. Et donc, l'activité physique, ça joue énormément. On le voit bien quand on marche, quand on fait du vélo, quand on fait du sport, on a tendance à enlever nos pulls. Donc voilà, vous voyez que tous ces facteurs-là, ils jouent et généralement, ils sont complètement exclus de la politique thermique du bâtiment. On va essentiellement s'intéresser à, un, les infrastructures, les travaux, faut-il isoler le bâtiment, etc. Ce n'est pas une manière de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais par contre, l'inconvénient des travaux, c'est qu'en général, ils sont soit pas financés, soit pas programmés. En tout cas, ils sont rarement pour là tout de suite maintenant. Donc, s'ils ne sont pas prévus pour là tout de suite maintenant, et où les travaux ne suffisent pas toujours à réduire les consommations. En général, les travaux améliorent le confort, mais on observe parfois même un effet rebond. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait les travaux, eh ben, je vais plutôt chercher à améliorer ou en tout cas à augmenter la température dans mon bâtiment en me disant, bah, c'est bon, avant c'était une passoire thermique, donc je ne chauffais pas trop parce que tout allait dehors. Maintenant que c'est bien isolé, je peux chauffer un peu mieux. Donc, on observe assez régulièrement que les consommations augmentent suite à des travaux. Là, ça, c'est des choses qui arrivent. Le confort augmente, hein. Donc, on réfléchit aux travaux. Ensuite, on réfléchit à l'échelle de ce qu'on appelle les systèmes. Donc, le chauffage, la chaufferie, etc. Et on a du mal à arriver à l'endroit de les usagers, les usages, la vie dans le bâtiment, qui est pourtant l'endroit où on a énormément de leviers d'action. Ça va jusque-là? Mhm. Oui. Je voulais, je jette un coup d'œil sur l'heure, mon planning, poum poum. Bah non, du coup, je vais juste vous montrer des exemples et juste avant de vous montrer des exemples, euh, vous dire que si vous faites, je voulais faire un petit atelier d'idéation, mais ça prend un peu plus de temps par Zoom qu'en vrai, donc je vais pas faire le deuxième. Mais c'est un petit jeu que vous pouvez faire dans vos équipes. Et quand moi je le fais, je fais deux grands ronds. Et je demande de poser toutes les idées qu'on a pour d'un côté baisser les consommations et d'un autre côté améliorer le confort thermique. Et pour moi, c'est pas dissociable. C'est-à-dire que le gros problème des démarches actuelles d'économie d'énergie, c'est que elles portent uniquement sur comment on peut réduire la consommation. Or, on ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas réduire les consommations si on n'a pas pris en compte des ajustements. C'est-à-dire si on n'a pas pris en compte le fait qu'on ne doit pas dégrader le confort thermique des gens qui sont dans le bâtiment. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas baisser les températures, mais si on le fait, il faut qu'il y ait un plan, il faut qu'il y ait une prise en charge, une prise en compte du confort des habitants. Et donc, si vous faites une séance d'idéation dans vos équipes ou autres, moi, je vous conseille voilà, de faire deux cercles ou deux espaces avec je baisse les consommations et j'améliore, j'augmente, je maintiens le confort thermique. Et aussi de proposer trois niveaux qui sont gros travaux, ajustement des systèmes. Donc, est-ce que je peux mieux régler mes radiateurs? Est-ce que je peux les programmer, etc. Et puis, les usages. Et je vous montre quelques exemples. Et je laisse de côté complètement les travaux sur lesquels je ne travaille pas du tout et sur lesquels souvent on n'a pas la main. Donc, la première chose qui est un peu évidente, c'est donc là sur le côté baisser les consommations, je n'ai pas besoin forcément de chauffer tout le temps. Avec toutes les limites qu'il peut y avoir, je vais vous montrer plein d'exemples. Forcément, vous allez toujours trouver des exemples qui ne marcheront pas pour vous. Ça ne veut pas dire que la solution n'est pas bonne, ça veut dire que peut-être elle n'est pas adaptée à votre situation. Donc, l'idée, c'est de vous montrer plein de choses et que vous preniez ce qui peut être utile pour vous. Mais donc, première piste, je peux ne pas chauffer tout le temps dans certaines situations. Ici, vous voyez, un plan de réduction des consommations de la ville de Colombes pour la bibliothèque. On allume le chauffage plus tard dans l'année, on l'éteint plus tôt dans l'année, on baisse les températures en dehors du temps de présence des agents avec une programmation, hein, quelque chose qui est automatisé. Voire, on essaye de développer le télétravail. C'est pas facile en bibliothèque, mais là, c'était aussi au-delà de la bibliothèque. Et de se dire, est-ce qu'il y a des bureaux qui peuvent être vidés un jour par semaine? Et du coup, au lieu d'avoir 2 jours d'interruption, on a par exemple 3 jours d'interruption, soit en faisant du télétravail, soit on va le voir juste après, en proposant de se regrouper ponctuellement sur les périodes où il fait très froid, à être peut-être plusieurs par bureau, ce qui permet de chauffer moins de bureaux, en prenant en compte hein, le confort, les possibilités de travailler, etc. Mais c'est des choses qui sont possibles. Je fais un tout petit aparté sur ma situation à moi. Là, j'anime ce temps depuis mon salon et pas depuis mon bureau qui est à l'étage de ma maison. Parce que dans mon salon, j'ai un poêle à bois et que ça me permet de ne pas lancer le chauffage au gaz dans toute la maison pour chauffer mon bureau, mais de seulement avoir le chauffage d'appoint du poêle. Et donc, le fait de se déplacer comme ça et d'être un peu nomade, c'est pas du tout dans nos cultures, mais ça peut être une manière de rester là où il fait chaud et en même temps de réduire les consommations.
Donc, ne pas chauffer tout le temps, ça peut être aussi ne pas chauffer partout. Pardon, je reviens un peu en arrière sur ne pas chauffer tout le temps. En général, ce qu'on nous dit si on baisse les consommations la nuit, c'est oui, mais ça va consommer plus parce que la relance, le fameux truc de mon bâtiment a tellement d'inertie, etc. Là-dessus, le seul moyen de le vérifier, c'est de le tester. Parce que d'un bâtiment à l'autre, dans certains bâtiments, c'est vrai, dans certains bâtiments, c'est pas vrai. Il n'y a pas du tout de règle absolue qui dit la relance va consommer plus que les économies de 3 jours de non-chauffe, etc. Donc, ça peut valoir le coup de tester et de se dire, ben, je commence par baisser de 1 degré la nuit, 1,5 degré, 2 degrés, et je descends jusqu'au moment où je constate que ça commence à poser des problèmes. Évidemment, il faut prendre en compte les taux d'humidité, il faut prendre en compte la température quand vous arrivez, les documents, la conservation des documents, etc. Mais il y a quand même en général des marges qui ne sont pas explorées. Et si vous mettez ça en place, peut-être que vous allez vous dire, bah, je relance le chauffage 2 heures avant l'ouverture pour la montée en température du bâtiment. C'est OK. N'oubliez pas que vous pouvez le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire, si vous fermez à 18 heures, vous pouvez éteindre le chauffage avant 18 heures. Parce qu'en réalité, et ça, vraiment, pareil, vous le testez. Je commence à l'éteindre une demi-heure avant. Si personne ne s'en aperçoit, ce qui est possible, je remonte encore 1 heure, 1 heure et demie, etc. Parce que l'inertie de votre bâtiment, le bâtiment qui est occupé, etc., fait que probablement la déperdition ne va pas se faire si vite que ça. Et où, dans les dernières demi-heure, heure, vous allez être, vous, assez actif sur je prépare la fermeture. Je bouge, je suis en train de ranger des trucs. Donc, c'est assez probable que vous en rendiez pas compte. Pardon, je vois qu'il y a un message, donc j'essaye de le. Hop. Alors, un partage qui dit Solène, je comprends le principe du report du chauffage après la Toussaint, mais ce n'est pas toujours réaliste. Bien sûr, ça dépend des années. C'est une mesure déjà prise dans ma collectivité. Nous avons travaillé plusieurs semaines à 15 degrés au rez-de-chaussée et 13 degrés à l'étage de la médiathèque. Même les usagers se plaignaient. OK. Donc, effectivement, ça renforce ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Ça ne peut pas se faire si la question du confort n'est pas prise en charge. Donc, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le confort. Il y a des situations où ce n'est pas possible, où ce n'est pas souhaitable. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas appliquer cette solution. Si c'est un hiver particulièrement froid, si c'est un bâtiment particulièrement passoire thermique, etc., eh ben, peut-être qu'on n'a pas de solution. Mais voilà, on va regarder si on peut travailler un peu ça autrement. Deuxième axe, je peux ne pas chauffer partout de la même manière. Alors, je peux, en théorie. Parfois, j'ai un seul circuit et je n'ai pas la possibilité de faire des zones. Donc ça, évidemment, là, ça va nécessiter des petits travaux ou des travaux moyens pour créer la possibilité de zoner le chauffage. Mais on se l'est dit tout à l'heure, selon mon type d'activité, je n'ai pas les mêmes besoins. Des gens qui rentrent dans la médiathèque, je suis sûre que vous le visualisez. Vous avez des gens qui rentrent dans la médiathèque, ils ont leur manteau, ils rentrent, ils ramènent leur livre, ils prennent un autre truc, ils repartent, ils n'ont même pas enlevé leur manteau, ils sont venus 10 minutes, ils n'ont pas un énorme besoin de chauffage. Et à côté de ça, vous avez les gens qui s'assoient, qui lisent, les enfants qui vont être au sol, des bébés, etc., qui n'ont pas du tout les mêmes besoins. Et c'est de prendre en compte les besoins des deux, de ne pas tout tirer et de ne pas tout ajuster vers le bas. Mais il y a sans doute des espaces où on peut ne pas chauffer de la même manière. De même, pour vous, entre quelqu'un qui est dans une borne d'accueil qui est statique, qui parfois est dans le hall d'entrée, un hall immense avec des portes qui s'ouvrent tout le temps, du courant d'air, du grand rayonnement, des grandes baies vitrées qui font un rayonnement froid. Là, on va avoir un vrai besoin d'apport thermique. Et quand vous êtes en train de pousser des chariots, porter des livres, les remettre en rayon, là, je suis sûre que plutôt vous avez tendance à enlever votre écharpe parce que vous commencez à avoir chaud. Donc, il y a vraiment cette idée de décider de se demander qui a vraiment besoin de chauffage et cette personne-là s'assurer qu'elle ait vraiment ce dont elle a besoin, qu'elle soit vraiment en confort. Hein, je redis et j'insiste là-dessus, la priorité, c'est le bien-être thermique. Mais ça ne veut pas chauffer partout. Ouais. Je peux poser une question? Ah bon, bien sûr. Du coup, moi, je me pose la question parce que les bibliothèques, quand même, sont des espaces très ouverts, donc c'est des grandes pièces avec c'est les rayonnages finalement qui créent les espaces. Du coup, comment on peut adapter du chauffage, par exemple, un espace pour les tout petits, on va augmenter, et puis dans l'entrée, parce que du coup, tout ça, toute l'air est brassé, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas de la déperdition? Comment on peut pas gérer la puissance peut-être de chauffage dans un espace? C'est pour ça que, personnellement, je pense que le chauffage par l'air n'est pas très performant pour les bibliothèques. Et je vais essayer de vous montrer quelques exemples d'autres manières de faire. Mais effectivement, dans des très grands volumes, sans aucune séparation, c'est sans doute le système le moins efficace. L'air circule, il y a des ouvertures, l'air chaud va vers le haut. C'est relativement peu satisfaisant.
D'accord. Je vous montre un dernier exemple et puis je vais essayer d'apporter des éléments de réponse avec des exemples concrets. Ici, une bibliothèque au Danemark qui a carrément décidé qu'ils ont une espèce de, vous voyez, de jardin d'hiver et de ne pas du tout chercher à le chauffer. Après, ça fait partie de la culture scandinave aussi. Et donc, ils fournissent, vous voyez, des plaids en peau de mouton. Donc là, on est vraiment sur une différenciation radicale. L'espace semi-extérieur, il n'est pas du tout chauffé. Une chose que vous pouvez faire assez rapidement, et ça c'est une photo qui vient d'une bibliothèque et franchement je pourrais en avoir plein, c'est traquer les moments où vous chauffez autre chose que les gens. Ici, on chauffe des cubes en mousse qui servent de canapé. Extrêmement efficace, hein. C'est très très chaud. L'essentiel de l'énergie du radiateur va dans les cubes. Donc là, il y a aussi un petit travail à faire de refaire un tour de la bibliothèque et de se demander est-ce que les radiateurs sont toujours euh, capables de fonctionner correctement ou bien est-ce qu'ils chauffent autre chose? Est-ce qu'ils chauffent des livres? Est-ce qu'ils chauffent des canapés, etc. Et donc, je vous le disais, si on baisse la température sur le système principal de chauffage, il faut compenser les ajustements. C'est indispensable. Il faut apporter de la chaleur localement aux personnes qui en ont besoin, en se disant bien que toutes les personnes n'ont pas les mêmes besoins. Donc, il faut être au plus près des besoins. Et ça, le thermostat de la centrale de la chaufferie n'est pas le moyen le plus efficace. Donc, vous l'avez mentionné, mais le plus efficace, c'est de chauffer les personnes et pas de chauffer les espaces. Votre espace, votre plafond, en dehors de situations extrêmes où il fait très froid et très humide, mais sinon, en gros, votre espace, il n'a pas tellement besoin d'avoir chaud. Ce qui a besoin d'avoir chaud, c'est les personnes. Euh, des bouillottes, c'est un système de chauffage, c'est un chauffage euh, peu consommateur d'énergie, extrêmement facile à piloter, à ajuster, qui peut vraiment être personnalisé d'une personne à l'autre. C'est simplement, il y a un frein culturel. On trouve que ça ne se fait pas d'avoir une bouillotte au travail, c'est pas professionnel, etc. C'est pas fourni par l'employeur, mais c'est des choses qui peuvent évoluer. On a tous l'expérience d'une boisson chaude, voilà, une tasse chaude dans les mains. C'est un mini chauffage qui fonctionne par contact. Hein, la bouillotte et la tasse chaude ou le chat, ça fonctionne par contact. Donc c'est aussi beaucoup plus efficace, il y a moins de déperdition et c'est adapté à mon besoin à moi. Alors le chat en bibliothèque, c'est pas facile, je le reconnais, mais je le mentionne quand même si vous travaillez à la maison. Les chats ont une température du sang supérieure à la nôtre. C'est pour ça que c'est vraiment littéralement des radiateurs ambulants. Est-ce que je peux intervenir? Alors, le truc de la bouillotte, moi, c'est quelque chose que je fais souvent ici, notamment parce que j'ai des problèmes de cervicales et du coup, j'ai toujours mon truc pour mettre dans mon cou. Mais alors, c'est efficace localement au niveau du corps, mais on n'a pas enfin, j'ai pas la sensation de confort que j'ai là actuellement depuis que le chauffage a été un peu remonté, puisqu'on a eu des soucis aussi ici. J'ai pas la même sensation de confort avec ma bouillotte qui est posée comme ça sur une partie de mon corps, même si c'est très agréable, hein. D'ailleurs, si je le fais, c'est parce que c'est agréable. Mais j'ai plus de sensation de confort là avec un chauffage de l'air des espaces plus hauts qu'avec ma petite bouillotte, en fait, où je reste un peu crispée sur ma petite bouillotte ou ma tasse de thé. Je ressens pas du tout le même confort. Donc, je trouve que c'est intéressant de se poser cette question, d'avoir chacun un petit truc pour se couvrir. Mais quand l'air est frais, quand l'air est froid, on a quand même, on se sent pas bien en fait, quand même. Donc, pour moi, ça reste de la point. Et voilà, c'était ce que je voulais partager. Ça remplacera pas vous ne pourrez pas supprimer le chauffage, hein. Oui, oui, bien sûr. Ça peut permettre de baisser de quelques degrés, mais ça Ouais, ouais. remplacera pas un chauffage. Il y a besoin d'un chauffage minimal, ne serait-ce que Ouais. pour enfin, on se sert souvent du chauffage pour gérer l'humidité. On pourrait le gérer sans doute autrement avec de la ventilation, des déshumidificateurs, etc. Mm. Oui, oui, bien sûr, il y a un besoin minimum. Ça dépend des personnes, ça dépend Ah. des moments de la journée. Je dirais que c'est aussi un changement d'habitude. Enfin, moi, je vois qu'en quelques années, à force de m'intéresser à ça, j'ai beaucoup changé ma manière de faire et que bah, maintenant, en fait, je ne supporte plus quand il fait chaud, clairement. Et donc, il y a aussi, je pense, un truc d'habituation du corps. Mais bien sûr, l'idée, c'est de trouver l'endroit où c'est confortable pour vous. Et on va regarder qu'il y a la question d'apporter de la chaleur et il y a la question de garder la chaleur. Et c'est aussi un peu deux sujets différents. Mhm. J'avance pour garder un tout petit peu de temps sur la mobilité, parce que je crois qu'il est déjà 10h30. Donc ici, quelques exemples de bibliothèques qui proposent un point boisson chaude, y compris pour les usagers, ce qui contribue aussi à la convivialité du lieu, évidemment. On parlait du degré d'activité. Ici, vous avez deux exemples de bibliothèques qui proposent des endroits où on pédale pour fabriquer de l'électricité. À gauche, c'est une bibliothèque des Pays-Bas et à droite, c'est la bibliothèque universitaire de Genève. Non, Grenoble, pardon.
donc qui permet de recharger ponctuellement un téléphone ou un ordinateur et qui permet surtout d'être en mouvement et donc, d'avoir moins froid. Et puis, il y a des solutions au-delà de la bouillotte, si la bouillotte ne suffit pas. Et là, je pense notamment quand vous avez justement des grands halls. Le hall, c'est un vrai sujet. Et il y a des lieux qui font des expérimentations en décidant qu'en fait, le hall, c'est inchauffable. Et que donc, on va le traiter comme un espace extérieur. Donc, on va renoncer à le chauffer, mais que par contre, on va chercher vraiment à apporter un chauffage à la personne qui est dans le hall. Donc, je vous ai mis un exemple. Voilà, ici, on a des gilets chauffants. Par exemple, c'est très utilisé pour les logisticiens, pour les gens qui travaillent dans des entrepôts, qui vont arriver le matin. Il fait très froid, c'est impossible de chauffer l'entrepôt, etc. Mais par contre, qui vont tout de suite être sur des charges physiques, apporter des cartons, etc. Voilà, de plus en plus, plutôt que de chercher à chauffer l'entrepôt, les employeurs chauffent les personnes, fournissent ce type de gilets qui permettent d'être vraiment efficaces et d'avoir chaud tout de suite quand on se met en travail, de réduire le risque d'accident aussi musculaire et puis de tout de suite l'arrêter puis l'enlever dès qu'on a trop chaud. VS, je lance le chauffage de l'entrepôt, en fait il fait jamais chaud, on n'est jamais bien, et puis une fois que le chauffage marche, on a trop chaud parce que nous on est chaud, etc. On parlait du contact avec le bureau, ici c'est le sous-main gris qui est légèrement chauffant. À nouveau, c'est pas, non, enfin, ça n'est pas intéressant si c'est en plus de votre système de chauffage actuel. Auquel cas, c'est juste du plus et donc c'est juste de la surconsommation. C'est intéressant si ça remplace un système de chauffage dans une situation où on se dit, bon, ben, de toute manière, mon chauffage actuel pour ce volume-là, il ne fonctionne pas. Donc, je vais le supprimer ou le baisser drastiquement et le remplacer par une transformation. Ici, vous avez un siège chauffant. Donc, c'est la même logique que les couvertures chauffantes qu'on peut avoir ou vous savez, l'espèce de matelas chauffant. L'idée, c'est d'apporter très ponctuellement un chauffage qui soit très efficace à la personne et à l'endroit où on en a besoin. Et je vous montre un exemple concret, c'est la bibliothèque de Grenoble à nouveau, où l'accueil a décidé de travailler comme ça. Et donc, c'est d'ailleurs sans doute un marché de reconversion pour, vous savez, les machins qu'il y avait sur les terrasses qui sont maintenant interdits. À une époque, on chauffait quand même les terrasses ouvertes des bistrots. Donc, on n'a plus le droit de le faire en extérieur, mais on a tout à fait le droit de le faire en intérieur. Ça reste valable. C'est souvent du chauffage par rayonnement. Donc, ce n'est pas du chauffage par convection. On ne cherche pas à chauffer l'air. On cherche à envoyer un rayonnement de chaleur aux personnes qui sont juste dessous. Donc, c'est hyper ciblé. Ça prend plein de formes, hein. C'est des espèces de parapluies. On peut avoir des espèces de grands, comment dire, de grands carrés. Parfois, dans les salles de bain, vous avez ça, c'est les chauffages rayonnants. Donc, c'est pas la même technique de chauffage. Et ça permet de chauffer vraiment juste dessous, avec en plus beaucoup moins d'inertie. Je l'allume, ça chauffe, je l'éteins, ça chauffe plus. Contrairement à votre grosse chaufferie qui va effectivement mettre du temps à monter en température. Et vous voyez, à gauche ici, on va revenir dessus juste à l'instant, mais il y a en plus un système de prêt de plaid, une petite affiche ici qui dit si vous avez trop froid, on vous prête des plaids. Et ça fonctionne, ce système-là, ça fonctionne à l'électricité, là, le rayonnement, là? Oui, ah oui, d'accord. Ce qui est intéressant aussi, puisque le gaz, c'est une énergie fossile, ça dégage du CO2, Bah oui, là où l'électricité pose d'autres questions, notamment de déchets nucléaires en France et de disponibilité de l'énergie. Mais effectivement, d'un point de vue strict, dépendance aux énergies fossiles, ça peut être intéressant. Et puis surtout, à la limite, vous voyez la taille là du hall, plein de portes partout qui s'ouvrent en permanence. Il y a vraiment le sujet de l'efficacité en fait. Donc c'est un compromis, ça, parce que c'est vrai que ça doit consommer pas mal ces chauffages avec à base d'une résistance. Il faut vraiment, effectivement, pour un hall, pour un lieu, puis uniquement sur les horaires de passage, d'ouverture. Parce que ça doit consommer, non? Enfin, c'est déjà nettement mieux que de chauffer tout le volume, en effet. Voilà, chauffer tout le volume, c'est pas mal aussi, hein. Donc, voilà, c'est effectivement à tester et vérifier le ratio efficacité-service rendu et consommation en face. Il n'y aura jamais une solution miracle, mais par contre, un truc que je trouve vraiment important, c'est de se redonner de la capacité et du droit d'expérimenter. Parce que on est beaucoup dans des situations où en fait nos bâtiments ils sont de plus en plus pilotés, pas par nous, avec un discours qui est de dire mais tout ça est très complexe, il n'y a que les spécialistes qui peuvent intervenir, on ne peut rien faire, on ne peut pas programmer, on ne peut pas changer, etc. En réalité, il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut agir, soit sur les systèmes eux-mêmes, voilà, on peut essayer de travailler à mettre en place un programmateur, par exemple, ou à revenir sur la programmation. Parfois, ça demande de retrouver des notices qui sont perdues, de retravailler avec le prestataire du marché public, etc. Mais ça reste possible. Et puis, on peut travailler vraiment sur les personnes qui vivent dans le bâtiment. Donc ça, c'était quelques exemples de comment apporter de la chaleur. Et puis, j'avance un peu vite. Il y a aussi ce sujet-là de cette chaleur, comment je la conserve, comment j'améliore l'isolation très vite et sans travaux. Et donc,
on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est facile, il faut changer d'échelle. De même qu'il faut arrêter de chauffer les bâtiments, il faut chauffer les personnes. Il faut arrêter d'isoler les bâtiments, ou en tout cas, il ne faut pas penser que c'est le seul moyen. Il faut isoler les personnes. Et donc ça passe par une isolation dont on a parlé à l'instant, des plaids, des vêtements, des bonnes chaussures, des tapis pour s'isoler du sol, des coussins pour s'isoler d'une chaise en métal ou en bois ou en plastique, etc. À gauche, la photo ici, c'est une agence régionale du spectacle vivant qui fournit des plaids de fonction. Donc voilà, c'est l'employeur qui fournit des plaids, un par salarié. Il y a des endroits où on fournit aussi des doudounes, etc. Enfin, donc ça, en théorie, c'est l'employeur qui est responsable du confort thermique de ses salariés. Donc c'est à lui de prendre ça en charge. Donc là, c'est un plaid par personne, en lin des Vosges, machin, un peu sympa. Ça pose des questions organisationnelles. À quelle fréquence on lave les plaids, qui lave les plaids, comment c'est fait, etc. Mais ce n'est pas des questions insurmontables. C'est des questions un peu culturelles. On trouve que c'est pas normal, c'est pas habituel, voilà. Ça fait pauvre, ça fait pas accueillant, etc. Ça, c'est vraiment culturel. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile hein, ou que c'est pas légitime. C'est difficile et légitime, mais ça peut se faire. Ça ne demande pas des travaux ou des investissements délirants. Et puis, on a un vrai sujet quand même sur la culture générale du confort thermique, qui est quelque chose qu'on n'apprend jamais, nulle part. Moi, j'ai l'impression d'apprendre tout le temps des trucs sur sur ce sujet-là qu'on m'a jamais appris. Et donc, notamment, il y a des ponts thermiques à l'échelle des bâtiments. Donc, un pont thermique, c'est un endroit où l'isolation n'est pas efficace et où du coup la chaleur s'en va. Il y a aussi des ponts thermiques dans notre manière de nous habiller. Ça, c'est une photo de quelqu'un que je vous encourage à suivre sur les réseaux qui s'appelle Pascal Lenormand, une société qui s'appelle Incube, qui a pris, vous savez, les pistolets thermiques avec lesquels on prend des photos des bâtiments. Et donc, plus c'est rouge, plus on a une perte de chaleur. Et donc, il l'a fait sur une foule. Et ce qu'on voit de manière vraiment très, très significative, c'est qu'en fait, on est tous sous-habillés du bas du corps, qu'on soit en jupe ou en pantalon. Notre habillement du bas du corps en hiver est inefficace. On perd énormément d'énergie, de chaleur par les jambes et puis un petit peu par là, souvent, et puis par la tête. Mais donc là, il y aurait je sais plus, je crois que c'est Solène qui à l'instant disait la bouillotte, ça suffit pas forcément. Ben, peut-être qu'il y aurait encore des gains à faire. Pascal porte un collant sous son pantalon l'hiver et dit qu'il gagne énormément de confort comme ça. Le bonnet aussi, il paraît que c'est très Oui, efficace, hein. le bonnet est très Ça efficace. stocke la chaleur du corps, hein. Enfin, Ouais, ça maintient la chaleur du ouais. corps. Les chaussures, les bonnes On trouvait chaussettes un et qui les pique bonnes pas. chaussures. Anne-Pauline, on va demander au département de nous acheter un petit bonnet Des bonnets avec un petit départementaux, logo évidemment. conseil départemental. Non, ça Et, sera des ateliers participatifs de tricote ton bonnet en bibliothèque, hein. D'accord. Ah ouais, tiens, allez. je n'ai pas mis de photo, mais j'en avais dans un autre. Il y a plein d'ateliers de tricot en bibliothèque, donc ça peut complètement. Et il y a un double effet, c'est-à-dire qu'à la fois pour vous-même, vous baissez vos consommations et vous contribuez à une meilleure connaissance de ces enjeux-là. Et donc aussi comment les personnes peuvent améliorer leur confort chez elles. J'avance vite, mais il y a évidemment toute la question de comment on s'isole du contact du sol et du rayonnement des parois. Donc, est-ce qu'on a des tapis? Évidemment, pour les espaces tout petits, par exemple, mais les espaces de lecture et autres, ça change vraiment radicalement l'expérience. Typiquement, ici, on voit que ça manque, hein. Et est-ce qu'on a des rideaux pour la nuit, mais aussi éventuellement enfin, actuellement, il fait nuit à 17 heures, on pourrait très bien imaginer d'avoir tiré les rideaux et on améliorerait sensiblement le confort des usagers. Ouais, je finis ici sur ce sujet. Donc, vous voyez qu'on a juste rapidement balayé une nouvelle approche, une nouvelle manière de considérer le sujet du chauffage. Ce que je vous propose, c'est de se dire que ce n'est pas un sujet technique, ou c'est pas seulement un sujet technique. C'est bien sûr un sujet technique, mais c'est aussi vraiment un sujet d'usage. Et donc, c'est un sujet dont on peut discuter, en fait. Et probablement, ça produira des choses importantes, intéressantes plutôt. Ça concerne tout le monde, les gens qui... Mais ça concerne en priorité les usagers du bâtiment, les équipes et les usagers. Et puis, c'est un sujet sur lequel on peut expérimenter des choses. Et on peut se donner le droit de rater. On peut se donner le droit d'essayer un système et de se dire, bah, en fait, ça marche pas et je reviens à l'étape précédente. Et c'est OK. Et c'est mieux que de ne pas avoir essayé. Donc, c'est important aussi, je pense, de se redonner le droit d'essayer et d'essayer en se disant, si ça marche pas, on change. On revient à l'étape antérieure. Sur voilà, les programmations, le fait de baisser la température la nuit, de le baisser plus tôt quand on part, etc. Ça se teste sur un jour, une semaine. On fait le bilan et si on constate que ça ne va pas, on revient dessus. C'est complètement OK. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez peut-être on peut se donner 5 minutes de réaction là-dessus et j'aimerais garder quand même ouais, un gros quart d'heure pour vous montrer des exemples de mobilité.
Non, je vous ai abattu. Non, après moi je me dis que c'est pas forcément évident en fait de pouvoir adapter effectivement le chauffage. Nous c'est géré à distance par les services techniques. Donc bah, on n'a pas la main en fait. Donc c'est eux qui décident en gros si on a froid ou si on a trop chaud ou si voilà. Après nous on n'a pas du tout la main et on nous laisse pas le choix en fait, hein. Donc nous on peut juste signaler attention les usagers là ont vraiment vraiment froid. Voilà, ils se plaignent tous. C'est tout ce qu'on peut faire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des marges sur le confort des usagers en dehors du chauffage central dans votre établissement? Bah, après, les marges, nous, on pourrait toujours imaginer voilà, fournir des plaids, etc., quand les usagers commencent à se plaindre, parce que quand ils travaillent, effectivement, ils ont froid. Après, voilà, je pense que ce sera pas forcément simple, mais bon, voilà, il y a des petites choses, effectivement, comme ça, mais après, sur le chauffage en tant que tel, nous, on a parlé hein, de mieux isoler les fenêtres parce que c'est des passoires, mais là, on nous dit le budget est bien trop important, hein, ce sera jamais fait, quoi, en gros. Ouais. Bah, du coup, je trouve que ça vient conforter. Alors, c'est pas une manière de dire faut accepter que les travaux soient jamais faits, etc. Il faut pas se résigner à ça. Mais en même temps, ça crée aussi de l'immobilisme de se dire, bah, en fait, la seule solution, c'est de faire des travaux. Alors, parfois, la seule solution, c'est de faire des travaux. Mais enfin, voilà, si je vous garantis que les travaux seront pas faits chez vous pendant 10 ans, et qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et en fait, je trouve qu'il y a une urgence quand même à essayer de mettre en place des solutions de confort. Et on peut améliorer le confort même si les travaux sont pas faits. Ce qui ne veut pas dire qu'on accepte que les travaux ne seront jamais faits. Il ne faut pas dire, bon, c'est bon, il n'y a pas besoin de travaux parce qu'on a mis des plaids. C'est pas ce que je suis en train de vous vendre, hein. Mais par contre, si maintenant, les usagers, il y a des moments où les équipes, il y a des moments où elles ne sont pas confort, et si de toute manière, les services techniques, le dialogue ne se fait pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où on voit que le dialogue ne se fait pas, parce qu'on ne parle pas les mêmes choses. Voilà, eux vont parler consommation, là où vous parlez usage et bien-être. Ben, peut-être qu'il faut essayer de reprendre le pouvoir sur ce que vous pouvez faire dans votre bâtiment. Et est-ce que ça peut passer par traquer des courants d'air, par des fenêtres, si c'est des passoires thermiques, dès que vous pouvez, il faut mettre un rideau isolant. Et vous bricolez un rideau avec un textile et derrière une couverture de survie, ça va déjà améliorer le confort en fait. Donc, Alors, il y a des choses que vous pouvez faire. moi, je pensais aux rideaux justement parce que j'étais sur une bible là où de toute façon, les rideaux, c'était pas possible parce qu'il y a toujours l'ABF qui met son nez là enfin, il y a toujours des contraintes architecturales, interdit de mettre des rideaux. Il y a quand même ce côté-là aussi des fois qui est un peu casse-pied, Des rideaux je ABF a sais son pas mot à comment dire ça peut sur se les rideaux? contourner ça. Ah ouais. Ah oui, 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 bah, le fait C'est à l'intérieur, d'obstruer les vitres en les fait, fenêtres, ouais. que ce soit pas qu'il y ait pas de visibilité de Ouais. l'extérieur. Ouais, alors sur les bâtiments classés ou des choses comme ça, là, c'est tout de suite très très complexe, c'est sûr. C'est Ouh là. Il y a les compliqué, questions hein, de ouais. sécurité, Mmh. hein, il y a les questions Ouais. d'unifugation, Oui et aussi, ouais. les choses sont pas faites. Ouais, il veut Ouais. mais même pour les plaids et tout ça, je suis sûre que ça reviendrait, ça peut-être, le problème de non, ça va? C'est pas des choses que vous Peut-être ça a entendez? l'avantage d'être simple, même globalement, c'est vrai que Oui, cette bah, moi je démarche, trouve ça très bien, tout hein, ce que vous mais oui. présentez là, ça a l'avantage d'être Mmh. réaliste, c'est vrai, parce que Oui, Euh, c'est vrai, ouais. et dans les je faits, prends- c'est vrai que même, même quand on prend un projet en amont, bon, bah, maintenant, il y a quand même les réglementations thermiques ont vachement évolué, il y a quand même beaucoup de mieux et tout, mais pour aller plus loin, enfin, pour aller vraiment jusqu'à un bâtiment bioclimatique, bon, voilà, s'il n'y a pas des élus surmotivés, ça se fera pas, quoi. Mais bon, alors, comme le plus souvent, ben, de toute façon, on n'en est pas là, soit Mmh. parce qu'il n'y a pas cette volonté politique, soit parce que même parce qu'il n'y a pas de projet. Le bâtiment, il a 10 ans, il est comme ça, il ne va pas changer avant 30. Donc, ouais, en effet, ces solutions-là, c'est Moi, intéressant. Après Et il y a les des plaids, solutions, ouais. il y a un côté aussi, c'est bien parce qu'il y a on en a vu, tu sais, Clarisse, Camille, tu n'étais pas là, mais il y a une bibliothèque, il y en a très. Enfin, en fait, on va pas si souvent que ça dans la bibliothèque. Là où j'y vais, moi, j'en ai Non. pas vu si souvent que ça, mais tu sais, Cathy, il y a une grosse bibliothèque des Côtes d'Œuvre. Cathy, Clarisse, il y a une grosse bibliothèque, le Quattro je sais plus, dans le Morbihan, là, où ils en ont vraiment Ah plein. oui. Quand À on rentre Beau? Non? Moi à je sais Beau, plus. c'est ça, ouais, à Beau. C'est ça? Je me rappelle Et puis plus, là, j'ai tu sais, pas parce de que les gens, il y a une partie qui est ouverte pour que les gens puissent venir manger leur sandwich le midi. Il y a une pause le ah midi, oui. donc ils ont 30 plaids, quoi. Mais il y a un Mmh. Ah côté, oui, c'est vrai, j'avais oublié ce truc-là. ouais, c'est vrai qu'il y a le Ouais. côté psychologique, c'est comme Mmh. ça rapporte, ça amène des degrés objectivement, puis c'est l'objet, déjà rien que de le voir, déjà, ça chauffe un peu. Et puis, c'est des choses qu'on retrouve dans les bars maintenant, les couvertures, tout ça, donc voilà, Ouais. ça fait son chemin tout doucement. Après, moi, je pense aux tapis, et c'est vrai que les tapis, ça peut être cher, mais moi, j'ai vu ça dans une formation, c'est-à-dire que sur les bibliothèques où c'est du carrelage et que le sol sera jamais Oh, ça, refait, le carrelage, l'intérêt, c'est d'acheter des sortes de moquettes rases, mais enfin, ou je sais pas, ou du lino, enfin,
Recouvrir le carrelage, ça c'est. Au mètre, en fait, ça coûte moins cher que d'acheter un tapis. Ça permet d'isoler au moins les espaces des tout petits quand ils sont les fesses par terre, quoi. Il y Après, a il faut plein des de matériaux. solutions sur les tapis, hein. Il y a la solution aussi des ressourceries, des tapis d'occasion dans les ressourceries. Il y en a des tonnes, Emmaüs et autres. Moi, j'ai déjà vu des bibliothèques qui ont travaillé comme ça, Oui, une ambiance à base de tapis, des grands tapis style un peu Maghreb, etc. Enfin, il y a oui. moyen de faire des choses très chouettes. Après, c'est vrai que c'est un côté, enfin moi je trouve, hein, c'est toujours un peu salissant les tapis. Après, ça Ça dépend y est, comment on met en l'entretien. place, il y a quand même l'entretien derrière. Il faut qu'il y ait une personne qui puisse nettoyer ça. Ouais, Ça accroche quand même vachement les ouais, c'est sûr. les Il y poussières, a... tout ça, mais bon, voilà, c'est comme C'est vous toujours un disiez tout à l'heure, compromis, quoi. c'est Tu fais une culturel, économie hein. ouais. Tu fais une économie Mmh, au niveau de l'achat, enfin, si tu prends, tu vois, l'occasion. mmh, Après, c'est sûr que ça peut demander un peu plus d'entretien. Ouais. Après, ce Ouais, que je trouve intéressant, moi, dans ces démarches-là, c'est quand même de mmh, retrouver aussi des prérequis, des bases de nos métiers, c'est-à-dire consulter les usagers, faire avec eux, faire de la pédagogie, essayer d'être créatif sur des choses qui sont très culturelles, parce qu'une mmh, ambiance, un lieu public, c'est aussi très culturel, faire une tisanerie et aller jusqu'au bout du service, en fait. C'est-à-dire mmh, que c'est et dans la programmation d'action culturelle et parfois dans autre chose que uniquement les travaux ou les nouveaux mmh. bâtiments, la création de nouveaux bâtiments. C'est vrai que moi, je trouve ça toujours intéressant de reprendre la main sur des choses qui sont aussi des fondamentaux de nos métiers, c'est-à-dire quel service public pour nos usagers. c'est vrai que la co-construction, ça peut être vraiment très chouette. Si ça Moi, vous je va, me permets juste une dernière je... intervention. Moi, j'aime bien l'idée des rideaux en bibliothèque parce que c'est aussi une solution pour le confort d'été qu'on évoque très peu et qu'on va avoir de plus en plus souvent. Donc, je retiens bien l'idée, en tout cas. Je trouve Alors, ça très intéressant. sur le confort d'été, et donc du coup, il y a une journée énergie qui est programmée par la médiathèque départementale où on parlera aussi électricité et on parlera aussi confort d'été, qui est le sujet le plus compliqué, je pense. Mm. Et le plus efficace, c'est tout ce qui va occulter depuis l'extérieur. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Et là, si vous voulez la solution vraiment radicale punk, inacceptable sans doute aujourd'hui, mais je plante une graine et je vous en reparlerai peut-être. C'est ce qu'on appelle le blanc de Meaux ou le blanc de Meudon, qui est ce avec quoi on badigeonne vous savez, les devantures des Les magasins vitrines. qui sont vendus, ou etc. Donc ça, c'est quasiment gratuit. Franchement, ça coûte 5 euros. Avec 5 euros, vous refaites toute une façade. Et c'est écologiquement quasiment sans impact. Ça s'en va à l'eau. C'est biodégradable, etc. Ça se peint à l'extérieur. Ça peut être très sympa. Ça peut être designé. Ça peut être un chantier participatif avec les usagers. Et c'est hyper efficace Sur les vitres, vous voulez dire? à l'extérieur. Ouais. C'est pas facile de le faire partout. Il faut le faire sur les vitres uniquement où le soleil traverse la vitre et tape à l'intérieur de la médiathèque. Sur les vitres au nord, c'est pas la peine de le faire. C'est que les endroits où vous avez les taches de soleil au sol. Une tache de soleil au sol dans votre bibliothèque, c'est un radiateur pleine puissance, littéralement. Donc c'est votre ennemi numéro un l'été. Et donc il faut trouver toutes les solutions possibles. Et s'il fait vraiment 35 degrés ou 40 degrés dans votre médiathèque, ça peut être je colle des couvertures de survie à l'extérieur de ma médiathèque, vous allez gagner 10 degrés, hein. C'est radical. Mais c'est une situation d'urgence. Mais moi, je trouve que 40 degrés, je trouve ça plus grave que des couvertures de survie collées sur une vitre, personnellement. Est-ce que vous savez, au niveau du chauffage, si, s'il y avait la possibilité d'adapter à chaque fois en temps réel le chauffage, alors déjà, je suppose qu'il faut enfin, tous les bâtiments n'ont pas le matériel technologique pour le faire, mais si on pouvait baisser pendant la nuit, en fait, ne serait-ce que de 2 degrés, tu vois, quand il y a vraiment personne dans le bâtiment. Après, il ne faut pas trop descendre pour les livres, on sait bien, à Becherel. Mais ça, j'imagine que sur une année, ça peut permettre de faire gagner pas mal. Mais une question que je me pose, c'est, et je sais jamais, est-ce qu'en termes d'énergie, ça vaut. Bah, c'est Je ce que crois avoir vu dans le temps. Est-ce qu'il vaut mieux, parce que ça reconsomme de l'énergie, de refaire monter le ouais, bâtiment en température? c'est le sujet de la relance. Et là-dessus, en fait, c'est un espèce de mythe urbain. C'est-à-dire que quelqu'un, à un moment, a dit ça consomme plus. Et il n'est pas complètement exclu que ce soit un vendeur d'énergie. A dit ça consomme plus de relancer que de baisser. Et en fait, ça dépend des bâtiments. Ça dépend de Ouais. de votre abonnement, ça dépend de votre source d'énergie, ça dépend de votre bâtiment et de son inertie, de sa déperdition ou pas, etc. Donc là, expérimentez. Vous trouvez un moyen de mesurer votre consommation. Déjà, rien que ça, c'est un défi. Ouais, Sur un gros bâtiment, ouais. ouais. Où est votre compteur? Qu'est-ce qu'il mesure, etc. Et ensuite, faites des relevés en temps normal, changez quelque chose et faites des relevés et voyez ce qui se passe en termes de conso et en termes de confort. Ça demande un petit protocole. Ça demande de s'organiser pour être capable de le faire et notamment de trouver l'outil pour suivre les consommations. Sur le gaz, normalement, c'est facile. Vous avez un compteur à gaz. Il est à côté de votre chaudière. Ça, c'est facile. Sur l'électricité, c'est souvent moins évident.
Et tout ça, c'est du teasing pour que vous veniez à la journée complète en 2025, où on ira un peu plus loin et on travaillera aussi, du coup, électricité et confort d'été, puis on reparlera confort d'hiver. Je passe juste quelques minutes sur... c'est pas là qu'il faut que je le fasse. Comment je fais? Pardon, il faut que je retrouve comment je vais dans mon PowerPoint. Voilà. Juste, je vous montre quelques exemples sur les sujets de mobilité, dont on a vu que c'était quand même un gros enjeu. Et là, je vais juste prendre une petite dizaine de minutes max pour vous montrer des exemples. Je suis désolée, pas trop le temps de rebondir dessus. Je commence par le vélo. Ici, c'est les bibliothèques de Rennes 1 qui ont décidé de s'acheter des vélos de fonction pour circuler entre deux sites. Et du coup, ça remplace une fourgonnette qui faisait un transfert entre les deux sites pour des petits transports. Et à Rennes, ils ont acheté aussi, là, c'est pas les bibliothèques universitaires, c'est les municipales, un vélo cargo de fonction avec une formation à l'utilisation. Un des freins, c'est évidemment l'envie et le fait d'être à l'aise ou non sur un vélo. Donc, c'est aussi très important de le prendre en compte. L'achat de matériel ne suffit pas à changer les usages. Il faut que ce soit accompagné. Donc, à Rennes, il y a une formation à la remise en selle, à la conduite en ville, et puis la fourniture de casques de fonction, de capes de pluie de fonction, d'équipements pour être visible, de gilets jaunes de fonction, etc. Donc tout ça est fourni avec le vélo, tout l'équipement qu'il faut. La cape de pluie étant importante quand même dans notre région. À Toulouse, ils ont acheté cette espèce de tricycle, donc qui est, vous voyez, ça remplace là un utilitaire, puisqu'on peut déplacer pour le coup voilà, on commence à compter en centaines de kilos les choses qui peuvent être déplacées. Alors, pour avoir fait un webinaire avec eux il n'y a pas très longtemps, ils ne sont pas hyper contents du choix du véhicule. Mais il y a aujourd'hui sur le marché vraiment énormément d'offres très diversifiées sur des véhicules à assistance électrique et à mode actif. Donc, on pédale et on a un moteur électrique en plus. Et voilà quelques exemples pour vous montrer qu'on peut maintenant déplacer vraiment des charges importantes. Donc, ça peut être un enjeu pour vous, vos déplacements. Alors, pas forcément pour une navette si elle fait des longs kilométrages encore que ça pourrait se discuter, mais pour vos trajets entre plusieurs sites si vous en avez, et ou vos achats, vos prestataires, vos libraires, etc., pourraient tout à fait aller de plus en plus vers de la livraison en vélo. Ça se voit. Alors, c'est plus adapté à du transport urbain qu'à du transport plus longue distance. Mais voilà, vous voyez ici des exemples où on a quand même des volumes importants qui sont transportés. Un exemple d'une bibliothèque néerlandaise qui a développé pour ses sorties, pour les bibliothèques d'extérieur, etc., cette remorque qui s'attache derrière un vélo. Et puis voilà, ça c'est à Lyon, si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi une très jolie bibliothèque de rue. Et on a ici le mât qui va s'accrocher derrière un vélo. Si je reviens à des choses plus terre à terre, peut-être, ou plus faciles à enclencher tout de suite, il y a un vrai enjeu si on veut que les usagers viennent en vélo, qui est d'améliorer leur accueil. Je suis une famille, je viens en vélo, ça veut dire que j'ai un gros vélo cargo, ben, peut-être je ne vais pas pouvoir le garer parce qu'il n'y a pas de stationnement adapté. Donc, comment on prévoit le fait qu'il y ait des stationnements et qu'il y ait des stationnements pour tout type de vélo. Et puis, j'arrive, j'ai ma cape de pluie, mes 3 casques parce que j'ai 3 enfants, nos équipements, etc. Est-ce que j'ai un endroit où je peux déposer tout ça? Ou est-ce que je vais tout trimballer dans la bibliothèque et ça coule partout et tout le monde est content? Est-ce que je vais devoir le mettre en boule à l'accueil? Enfin voilà, comment c'est géré le fait que je me sente accueillie? Donc à droite, c'est des casiers, et je crois que c'est les bibliothèques de Rennes, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et à gauche, un petit truc tout bête, mais les bibliothécaires se sont rendus compte que les usagers arrivaient souvent en ayant oublié leur antivol et du coup insistaient pour essayer de rentrer le vélo dans la bibliothèque, etc. Donc ils ont collé sur les arceaux vélos une petite étiquette: si vous n'avez pas d'antivol, on vous en prête un à l'accueil. Voilà. C'est tout bête, mais du coup, ils ont dans leur catalogue 3-4 antivols qu'ils prêtent régulièrement. Je vois qu'il y a des questions. Si jamais vous avez besoin que j'y réponde maintenant, vous pouvez me les poser à l'oral. Sinon, je déroule, il me reste quelques exemples et puis je prends tout à la fin. J'espère que je ne vais pas trop déborder. Évidemment, vous pouvez traiter ce thème dans les collections. Je ne rentre pas dans le détail, c'est votre métier, vous connaissez ça par cœur. Mais ici, c'était une thématique autour du Tour de France. Il y a aussi des bibliothèques qui vont travailler sur plutôt le vélo comme tourisme, avec des atlas et des cartes, voire des livres, et aussi faire un partenariat avec l'Office de tourisme local pour avoir des guides avec toutes les randonnées qu'on peut faire à pied, en vélo, sans voiture, etc., autour de la bibliothèque, donc dans les environs de la bibliothèque. Un exemple qui, si je dis pas de bêtises, vient du Finistère, une bibliothèque qui prête des sacs à dos de balade. Donc ça Les peut être des balades. statues, c'est en Normandie, à Bayeux. Ah, ça c'est Bayeux, ok, mais parce que je crois que Brest le fait aussi. Merci.
Donc, des sacs à dos qui peuvent permettre soit d'avoir de quoi partir à pied, soit d'avoir de quoi partir en vélo. Et donc, on peut avoir des cartes, on peut avoir des livres sur le patrimoine à découvrir autour. Il y a parfois des choses pour découvrir les oiseaux, découvrir les arbres, la botanique, parfois des jumelles pour observer les oiseaux. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Ça, c'est très peu coûteux. On pourrait prendre un sac à dos made in France en coton bio, ça serait mieux, mais on peut aussi démarrer avec voilà, des sacs à dos pas très chers, de récup, donnés par des usagers ou que sais-je. Il y a sans doute moyen de démarrer ça avec très peu de moyens. Un exemple que j'adore, les bibliothèques de Rouen sont devenues points d'accueil cyclistes. Qu'on soit ou non usager de la bibliothèque, toutes les bibliothèques sont équipées à l'accueil d'un kit de réparation qui a été un peu augmenté depuis, mais qui à la base comprenait des chambres à air, un démonte-pneus, des rustines, tous les outils, les clés, etc., tournevis, et une pompe à vélo. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'on soit usager ou non de la bibliothèque, inscrit ou non, à l'accueil. Et donc, il y a un petit enjeu de formation aussi de l'accueil, de s'assurer que voilà, on sait où c'est, on sait à peu près comment ça marche, mais après, c'est le cycliste qui se débrouille, hein. Un autre exemple que j'aime beaucoup, à Tours, si je ne dis pas de bêtises, les bibliothèques ont participé à une action du service transition écologique de la ville qui avait lancé un défi à un certain nombre de familles à qui on a demandé de renoncer à leur voiture en donnant leurs clés. En contrepartie, ils avaient tous les abonnements réseau bus, voitures partagées sur Cities, TER, livraison de courses, etc. Et du coup, ils ont rajouté le prêt de livres par les bibliothèques de Tours dans l'idée que peut-être vous allez passer du temps dans les transports en commun ou dans les trains un peu plus que dans votre voiture. Et donc, voilà, on vous prête des livres. Donc voilà, il y a ce côté aussi d'aller travailler avec les autres services de la collectivité et de se demander si les bibliothèques peuvent ou non contribuer à d'autres projets. Je continue vers l'utopie vivante. On commence à voir arriver des bibliothèques qui proposent d'emprunter des vélos dans leur collection. Donc aux États-Unis, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et l'image de droite, c'est la bibliothèque de Genève qui prête un vélo cargo au personnel, mais aussi aux usagers. Avec une communication, quand le vélo il n'est pas utilisé, il est dans le hall, au milieu du hall. Et il y a une grande flamme avec marqué empruntez-nous, empruntez-moi avec votre carte d'abonnement. Voilà. Et on a aussi donc, des bibliothèques de vélo, hein, avec l'idée que au fur et à mesure que l'enfant grandit, on va pouvoir changer de vélo, on n'a pas besoin de le posséder, on le partage. Je crois que c'est mon dernier exemple pour les bibliothèques. Ici, on a un parcours touristique dans la ville, une découverte des bibliothèques de Caen-la-Mer avec des pauses gourmandes qui servent toujours à valoriser les projets, évidemment. Et donc, on a de plus en plus aussi de bibliothèques qui vont proposer des sorties à vélo. J'ai vu récemment deux bibliothèques de deux communes qui faisaient le trajet l'une vers l'autre et un rendez-vous pique-nique au milieu avec leurs usagers. Et puis ensuite, chacune rentrait vers elle, chez elle ou des choses comme ça. Je vous donne 3 exemples en dehors des bibliothèques, puis je prends vos remarques et vos questions. Ici, chez Decathlon, un petit panneau qui avait été mis à l'accueil pour faire un défi collectif. Et du coup, toutes les personnes qui arrivaient en vélo rajoutaient les kilomètres parcourus. Et donc, si j'arrive et qu'il y a déjà 100 kilomètres, eh ben moi, j'ai fait 8 kilomètres, je vais mettre 108. Et ainsi de suite. Et l'idée, c'était de dire, ben, on joue tous ensemble pour le changement de comportement et de valoriser, de ludifier aussi cette démarche-là. Ici, un musée d'art qui a créé un mur sur lequel les gens qui arrivent sont invités à venir mettre un petit mot de comment ils sont venus. Donc, en haut, vous avez les différents modes de transport avec les émissions de CO2 par kilomètre, ce qui permet en même temps de sensibiliser. Et puis, vous voyez, c'est des stylos qui pendent et puis il y a du papier de récup qui est utilisé pour ça. Et donc, chacun vient poser sa petite histoire en disant, bah, moi, je viens d'où? Est-ce que je suis venu que pour la bibliothèque? Qu'est-ce que j'ai visité? Est-ce que je suis venu avec mon grand-père? Est-ce que je suis venu tout seul? Donc, c'est aussi une manière de rendre visible ces questions de transport de manière relativement peu culpabilisante. Il y a ces émissions de CO2, mais voilà, tous les modes sont là, c'est OK. Et ça permet de conscientiser pour les bibliothécaires aussi comment viennent les usagers. Parce que souvent, on a l'impression que les usagers viennent comme moi je viens, et on n'a pas forcément une vision complète des modes de transport. Bon, je vous parlais de l'accueil vélo. Là, c'est un lieu de spectacle qui va vraiment à fond dans le truc, puisqu'il y a une asso vélo qui est présente pendant les concerts, qui fait des diagnostics express des vélos, une boisson offerte, la consigne gratuite, et puis un tirage au sort pour gagner des places de concert pour les cyclistes, avec vraiment l'idée de j'encourage les gens à venir à vélo. C'est un lieu de concert qui est en dehors de la ville, près de Bordeaux, et donc pour qui c'est un levier important. Voilà. Un autre exemple d'une autre salle de concert, vous voyez, qui joue sur tu viens, tu as une aide à la réparation, on t'offre le vestiaire et tu muscles tes cuisses. On peut aussi travailler à décourager l'avenue en voiture.
ici le Théâtre national de Bretagne qui dit, voyez, le stationnement est difficile aux abords du théâtre, nous vous conseillons de venir en transport en commun et qui donne toutes les infos. C'est tout bête, mais pendant longtemps, la communication, c'était plutôt de dire, si vous venez en voiture, voilà les parkings autour de chez nous. Donc là, l'idée, c'est de faire une forme de démarketing, d'essayer d'arrêter d'encourager à venir en voiture, ou en tout cas, voilà, de dire, si vous venez en voiture, ça va être peut-être moins pratique. Ça peut être aussi communiquer sur les parkings relais quand vous êtes dans des grandes villes. Bon, c'est pas le cas là de toutes les personnes qui sont là, donc je passe, mais coucou aux gens des champs libres qui nous regardent après coup. Ça peut être d'indiquer où sont les parkings relais, d'expliquer qu'ils sont gratuits. Les gens qui ne sont pas usagers des parkings gratuits n'ont pas l'habitude, des parkings relais n'ont pas l'habitude que ce soit gratuit. Ici, un exemple de cinémas qui se sont organisés entre eux, donc des cinémas d'arrêt essai dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont créé un site de coworking entre usagers des cinémas, avec l'idée que du coup, pareil, on peut gagner des places de ciné dans sa place, dans sa salle, etc. Je suis désolée, je suis passée en mode mitraillette. Donc, je m'arrête là. Il reste 1 minute pour prendre vos questions. Moi, je suis disponible encore un peu, mais si vous devez partir, je suis désolée d'avoir un petit peu dépassé le temps. Alors, il y avait une photo qui venait d'assigner. C'était laquelle? Du coup, c'était celle avec les sacs à dos ou pas? Non, hein, Solène. On prête très souvent les antivols. Une idée qui ne coûte rien. Nous avons mis en place un arbre à tote bag. Très bien. Effectivement, les appels à dons, ça marche très bien. Ils rendent le sac à l'occasion et exit le plastique. Ouais, ça se développe aussi beaucoup. Bon, là, on est plutôt sur les éco-gestes, donc je ne l'ai pas mis dans ma liste. Là, c'était vraiment sur la mobilité. Mais effectivement, il y a plein d'éco-gestes possibles au quotidien, aussi autour des collections et autres. Excusez-moi, je suis arrivée au bout, mais un peu au pas de charge. Est-ce qu'il y a des réactions? Comment ça va? Celle du garage à vélo avec le prêt d'antivol. Ok, super. Merci beaucoup pour celles qui doivent filer parce qu'elles ont autre chose à 11 heures. Désolée d'avoir traîné. Et pour les autres, je suis preneuse peut-être d'un petit tour de comment ça va, avec quoi vous repartez. Je vais interrompre l'enregistrement, comme ça, vous pourrez... Hop.